On va à présent parler politique et on va se rendre tout d'abord à Abuja. Je le disais tantôt, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé d'activer et de déployer la force en attente de la communauté ouest-africaine pour la restauration de l'ordre constitutionnel au Niger. L'organisation affirme toutefois qu'elle garde sur la table toutes les options pour la résolution pacifique de la crise. La montagne a-t-elle finalement accouché d'une souris? C'est la question que nous posons dans cette émission, Gary Girassi. Que pensez-vous de cette décision? Je ne sais pas si c'est une décision, ou en tout cas, comment qualifier même cette conclusion de ce sommet? C'est une décision, à mon sens, irréfléchie. Je l'ai toujours dit, la CEDEAO n'a pas intérêt aujourd'hui à aller dans les hostilités, dans un bras de fer avec le Niger. Quand vous voyez justement le communiqué qui a été rendu public aujourd'hui, vous vous rendez compte que l'institution lance également des pics à l'endroit des deux pays, notamment le Mali et le Burkina Faso, qui ont clairement exprimé qu'ils vont se rallier du côté du Niger au cas où la force d'interposition de la CEDEAO allait intervenir. Mais encore une fois, il faut justement que la CEDEAO essaye de sortir dans la résolution qu'elle est en train de faire avec le cœur. Moi, je le pense. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, si la CEDEAO ne fait pas attention, cette crise risque de fragiliser la quiétude dans la sous-région, également pousser même la CEDEAO à l'implosion. Mais est-ce que finalement, elle n'a pas changé de fiche de poule? Parce que écoutez, là, on a comme l'impression qu'elle continue toujours à gérer ça avec le bâton et la carotte. Oui, mais et avant, on voyait le président qui se haussait les épaules, le président nigérian, mais finalement, c'est lui qui opte, il est beaucoup plus favorable à l'option pacifique. Est-ce qu'elle n'a pas finalement changé? Oui, mais après, la CEDEAO a justement braqué toutes ses cartes en main contre le Niger. Elle a sorti l'arsenal tout de suite. Alors que l'approche ne devait pas être ainsi. Puisqu'il y avait eu des sanctions qui avaient commencé à faire des conséquences du côté de Niamey, du côté du Niger. Donc je pensais que la CEDEAO devait progressivement continuer à accentuer ces sanctions que d'aller vers l'option militaire, ce qui pourrait quand même amener beaucoup de problèmes dans la sous-région. Aujourd'hui, on n'est pas loin de l'embrasement dans cette sous-région si toutefois cette force d'interposition intervenait au Niger, puisque vous avez vu les pays en transition qui se sentent menacés, qui se rallient du côté du Niger. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être ce groupe de pays en transition, de pays dirigés par des putschistes contre la force de la CEDEAO. Même si aujourd'hui la CEDEAO a activé cette force et derrière soutenir l'approche d'une négociation pacifique à l'amiable, je pense qu'aujourd'hui ce n'est pas vraiment la chose à faire. Il faut justement aller vers les négociations, la diplomatie. Sauf que le Niger ne veut pas. J'ai comme l'impression que la CEDEAO tend une main et retire l'autre. Ça ne va pas le faire comme ça. En tout cas, on active la force en attente et après on privilégie les négociations à l'amiable. Je ne sais pas qu'est-ce que la CEDEAO veut en fin de compte. On va revenir dans la deuxième partie de cette émission avec Khalil Camara sur la question. Cette émission, on va écouter d'abord Khalil Camara sur cette question. C'est la montagne a-t-elle finalement accouché d'une souris? Que pensez-vous de cette déclaration ou de cette décision prise par la CEDEAO qui dit vouloir activer et déployer la force en attente, mais tout en restant dans le cadre des négociations? Que pensez-vous de ça? Est-ce que c'est toujours cette politique de jouer avec, en tout cas d'utiliser le bâton et la carotte? Je crois déjà que moi, d'abord, je ne suis pas surpris que la date indiquée soit épuisée et qu'il n'y ait pas d'intervention comme cela était prévu, parce que je savais que la CEDEAO était dans une optique des menaces et d'intimidation. C'était simplement pour effrayer la junte nigérienne, sauf que elle a en face d'elle une junte qui ne fléchit pas, qui n'est pas prête à abandonner, qui est aussi prête à assumer toutes les conséquences des actes qu'elle a posés. Donc finalement, la CEDEAO s'inscrit dans la négociation, ce qui est d'ailleurs
la mission principale de la CEDEAO, le rôle de la CEDEAO. Quand vous lisez tous les protocoles, tous les accords de la CEDEAO entre ses États membres, et il lui est assigné cette mission de négociation lorsqu'il y a des situations pareilles. Mais c'était quand même surprenant pour chacun de nous que la CEDEAO annonce des interventions militaires dans un État souverain simplement parce qu'il y a eu coup d'État. Et contrairement à d'autres États qui ont connu le même coup d'État, la CEDEAO n'a pas agi. Ainsi. Alors on ne comprenait pas cette incohérence qu'on fasse face à l'État nigérien alors que d'autres États ont commis le même acte. Maintenant, c'est bien qu'au sortir de ce sommet, que la CEDEAO finalement annonce une négociation pour essayer de rétablir, de revenir, pourquoi pas, à l'état des droits, au sens des gens qui pensent aujourd'hui que l'État nigérien est menacé, parce que je l'ai dit et je le redis, le coup d'État, la manière de coup d'État ou l'appréciation d'un coup d'État dépend des sentiments des uns et des autres. Vous pouvez par exemple penser que le Niger a fait un coup d'État qui était contre un président démocratiquement élu, mais c'est aussi un avis contraire de certains Nigériens. Certains Nigériens vous diront que non, ce n'était pas un président qui répondait aux aspirations de la population nigériane. Donc vous allez donc comprendre que coup d'État reste un coup d'État. Mais par rapport à cette négociation dont la CEDEAO aujourd'hui parle, est-ce que ce n'est pas trop tard? Est-ce que ça n'a pas été une erreur pour la CEDEAO de brandir, je ne sais pas, des menaces, d'attaquer aujourd'hui ce pays qui fait qu'aujourd'hui... Parce qu'il y a la gente qui refuse même les délégations envoyées par la CEDEAO. Est-ce que ça ne va pas être finalement compliqué pour la CEDEAO même d'entamer des démarches diplomatiques avec cette gente? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je comprends votre logique. La CEDEAO finalement s'est ridiculisée. La CEDEAO s'est affaiblie. Désormais, ces menaces ne font plus peur pour les États concernés. Désormais, elle ne peut prendre aucune mesure qui pourrait effrayer les États concernés, les États ciblés. Donc finalement, la CEDEAO devient inutile pour la sous-région. La CEDEAO, moi je pense... Parce que là, même si on partait par la voie aujourd'hui pacifique, par la diplomatie, finalement, j'ai comme l'impression que c'est la junte au Niger qui va décider comment les choses vont se passer. Parce que c'est elle qui... si elle veut, qu'elle va accepter, qu'elle acceptera la CEDEAO. Aujourd'hui, la CEDEAO, j'ai comme l'impression qu'elle se retrouve dans une situation très très compliquée. Elle ne peut pas intervenir. La junte nigérienne se trouve dans une position de force face à la CEDEAO. La CEDEAO ne représente absolument rien maintenant devant cette junte-là. Et vous l'avez dit, peut-être qu'il fallait commencer par la négociation, comme la CEDEAO l'a fait avec tous les autres États. Pays. Il ne fallait pas menacer, parce qu'à partir du moment où vous menacez, alors que vous n'allez pas mettre en exécution cette menace-là, mais vous vous ridiculisez, vous montrez finalement que vous ne servez à rien. Donc c'est ce que devient aujourd'hui la CEDEAO. Vous avez vu l'humiliation qu'on leur a infligée au niveau du Niger. C'est une mission qui était prévue. Finalement, la junte a renvoyé la mission. Mais avec tout ça, on disait qu'on allait intervenir militairement. Et vous savez réellement que c'est impossible, parce qu'aucun, comme je l'ai dit, aucun acte de la CEDEAO ne prévoit que quand il y a un coup d'État dans un État, il faut faire intervenir. Ce qui est prévu, ce sont des sanctions. Et la CEDEAO ne devrait qu'annoncer des sanctions, prendre des sanctions comme on l'a fait contre la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Sauf que là aussi, ces sanctions n'ont pas porté ses fruits. Pas porté ses fruits. Mais après, si vous ne vous attaquez pas aux faits, à la racine, mais bien naturellement, il y aura des coups d'État et vous n'aurez que des sanctions comme moins de répression. C'est comme ça que ça va se passer. Et là, dans le cas nigérien, ils ont mis la barre très haute et aujourd'hui, ils ont donné un ultimatum qui a expiré. Après, c'est un silence absolu derrière. Et la junte au Niger s'est sentie
forte et a mis les enchères très hautes en refusant de recevoir les émissaires pour ça risque dans le cadre de la négociation. J'ai comme l'impression que cela risque d'être compliqué pour la CEDEAO. À mon avis, elle a rajouté juste dire que on va activer cette force juste pour se voiler la face, mais pour elle, c'est les négociations qui priment. Elle n'a pas voulu tout simplement dire, écoutez, finalement, on ne peut pas intervenir, on va aller par là avec la voie pacifique pour ne pas avoir honte. Elle a juste rajouté cette activation, alors qu'elle ne pourra pas exécuter, mettre en exécution. Cela ne peut jamais être possible. Comment va-t-elle s'en sortir? Ça, c'est de l'extrémisme. Bien. Ça, c'est du terrorisme. C'est de l'agression contre un État. Vous ne pouvez pas engager des interventions militaires contre un État simplement parce qu'il y a eu coup d'État, alors que dans d'autres États, il y a eu le même coup d'État à cause d'un... Non, c'est pas possible. Merci. La CEDEAO, finalement, ce qu'il faut faire pour moi, je pense que elle doit disparaître. Elle est à bord de l'implosion. C'est cette crise-là qui va nous donner raison. Revoir comment la reconstituer pour que tous les États de la sous-région se sentent dans cette CEDEAO. Sinon, finalement, c'est rien. Merci à vous, chers talkers. On va partir à présent avec notre invité dans Bâton rompu.